Christelle vient donc de nous rappeler la genèse, la préfiguration du GIO, ainsi que ses ambitions pour la suite. Entrons directement dans le vif du sujet avec le bilan à 2 ans du guichet innovation. Cette table ronde concerne uniquement les acteurs impliqués dans le pilotage du guichet innovation, mais il est important de bien noter que ce guichet ne peut répondre aux questions réglementaires, médicales et scientifiques qui sont posées qu'en s'appuyant sur l'ensemble du réseau des experts de l'agence qui se trouve dans toutes les directions de la NSM. Cette table ronde, comme l'a indiqué Christelle, sera modérée par Valérie Salomon, directrice de la direction des métiers scientifiques. Je lui laisse la parole. Merci Camille. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous pour ce webinaire de la NSM consacré à l'accompagnement de l'innovation dans le cadre des 2 ans du guichet Innovation Orientation. À la fin de cette journée, vous allez tout connaître sur ce guichet. Alors, avec cette première table ronde de 30 minutes, nous allons vous présenter ce qu'est cette activité de soutien à l'innovation. C'est une activité qui mobilise des évaluateurs seniors de l'agence sur les aspects cliniques, non cliniques, qualité pharmaceutique et aussi technico-réglementaires. En effet, vous êtes des acteurs de l'innovation, des acteurs de la recherche et vous pouvez avoir des questions. Donc nous sommes là pour vous accompagner sur ces points. Ces réponses, elles sont donc apportées au moyen d'une entrée unique et nous allons vous présenter les différentes facettes avec 4 intervenants qui sont ici sur le plateau. Donc Guillaume Vaquer, qui est pharmacien spécialisé en thérapie cellulaire et qui est le responsable du GIO au sein de la direction Europe et Innovation. Il va vous brosser rapidement ce que veut dire ce soutien. Ensuite, Carole Le Saulnier, directrice de la direction réglementation et déontologie. Sa direction intervient sur les aspects, bien sûr, réglementaires et sur la qualification des recherches, sur lesquelles vous avez beaucoup de questions. À propos de beaucoup de questions, de nombreuses, presque la moitié, sont sur les dispositifs médicaux. Aussi, Gwenaël Even, qui est pharmacien, spécialisé en évaluation préclinique et clinique, directrice adjointe de la direction des dispositifs médicaux de l'agence, viendra vous présenter cette activité d'appui. Et enfin, Caroline Aurich, qui est pharmacien biologiste, elle est référente sur les avis scientifiques, très impliquée au niveau européen, notamment dans le groupe de travail sur les avis scientifiques de l'agence européenne, viendra donc vous exposer les avis scientifiques sur les médicaments et vous montrer comment nous orientons ces avis sur les avis scientifiques européens et éventuellement sur d'autres dispositifs européens si besoin. Chacun donc fera une courte présentation de 5 minutes et vous pourrez poser vos questions dans le chat, nous y répondrons à la fin de ces 4 présentations. Voilà, tout de suite, je passe la parole à Guillaume Vaquer. Merci beaucoup. Donc le GIO, c'est tout d'abord une interface avec nos parties prenantes dans le cadre de l'ouverture de l'agence à ses parties prenantes. Et c'est l'interface qui est dédiée à l'accompagnement des innovations. C'est un concept très large pour les produits de santé et dans le monde de la santé en général. Donc du coup, ça me paraissait important de commencer par définir comment, à la NSM, on perçoit l'innovation. L'innovation, pour nous, c'est quelque chose finalement d'assez simple, mais qu'on retrouve partout chez les gens avec qui on a l'habitude d'interagir. L'innovation, c'est ce qui permet de surpasser la complexité. Et on a un abord favorable à l'innovation en santé parce que pour nous, on est en capacité d'évaluer ça comme quelque chose de positif et surtout on pense que c'est ce qui permet de répondre à des nouveaux besoins médicaux. Donc du coup, le guichet, en tant qu'interface, s'adresse à de nombreux porteurs de projets innovants. C'est ça, les gens à qui on s'adresse, très différents. Du coup, ils ont des caractéristiques qui leur sont propres. Ils sont de toute taille, d'horizons et de profils très variés. Leur structure est très différente, leur organisation aussi. Et du coup, par voie de fait, la maturité réglementaire qu'ils ont pu acquérir est assez variable. Donc,
Le GIO, c'est l'interface qui va s'adapter à son interlocuteur et qui va proposer une approche sur mesure qui s'éloigne parfois de l'abord assez standardisé que peut avoir l'agence pour réaliser ces différentes activités d'autorisation, d'inspection et j'en passe. Bien sûr aussi, accompagner l'innovation, c'est s'adapter à plein de choses, à la posture stratégique du porteur de projet et répondre à des questions. Alors, répondre à quelles questions c'est vrai que l'innovation, généralement, c'est se donner les moyens d'avoir un avantage compétitif dans un environnement qui est complexe, celui de la santé, mais c'est aussi beaucoup d'incertitudes. Donc, notre offre de service, elle sert souvent, et c'est le sens des questions qu'on nous pose, à lever des incertitudes. Donc, quand je parle d'offre de service, finalement, je parle de tout ce qu'on va développer par la suite, mais les deux grands thématiques qui se dégagent, c'est les réunions d'avis scientifiques et ce qu'on appelle l'accompagnement réglementaire. Et après, tout ça, ça se décline en fonction du produit qui est développé, de l'approche ou de la recherche que ça implique. Le GIO, il a été lancé en 2020, mais l'accompagnement à l'innovation, ça faisait quand même partie de l'ADN de l'agence. Le lancement, ça nous a aussi permis d'organiser, de chiffrer un peu le nombre de demandes qu'on recevait sur cette thématique. Sur les 3 premiers mois, on a reçu plus d'une centaine de demandes qu'on s'est mis à traiter. Puis l'année d'après, on a encore augmenté le nombre de demandes qui ont été traitées de 15%. Et en 2002, on se stabilise autour de plus de 330 demandes reçues. On est amené à en refuser une trentaine, puisqu'elles ne correspondent pas du tout au périmètre d'action de la NSM et qu'il ne serait pas pertinent d'y répondre. Et puis, on a traité l'année dernière plus de 300, ce qui est un bilan, de notre point de vue, positif. Autre chose sur lequel le GIO a à cœur d'être efficace, c'est un abord assez simple. C'est pour ça que son fonctionnement se base sur un formulaire unique qui permet à l'ensemble des demandeurs dont on a parlé de créer un dossier en quelques minutes. Donc l'évaluation sur la plateforme, qui est basée sur une plateforme d'État qui s'appelle Démarche simplifiée, indique qu'il faut à peu près 15-20 minutes pour remplir le formulaire, qui est ainsi adressé aux équipes du GIO. Et qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet d'échanger avec la NSM de manière moins formelle sur la base d'un projet qui concerne un produit de santé, qui peut être donc un médicament, un dispositif médical, un dispositif de diagnostic in vitro, même les autres produits qui rentrent dans notre champ de compétences, par exemple les tissus et les cellules. Cela permet de monter des réunions et surtout d'établir des espaces de discussion entre la NSM et le demandeur. Et ça, j'insiste parce qu'on nous demande souvent, c'est des espaces de discussion qui restent confidentiels et dans lesquels on assure une traçabilité en fournissant à la fois des recommandations et même des réponses écrites sous forme de compte-rendu et dans lequel on essaye d'adapter notre approche afin de bien comprendre les enjeux complexes portés par chaque nouveauté. Donc finalement, ce qui me paraissait intéressant de mettre en avant aujourd'hui, c'est que la finalité du GIO, c'est d'être accessible à l'ensemble des porteurs de projets innovants et des acteurs de l'innovation, de disposer d'une offre de service qu'on va maintenant, je pense, aborder, et donc de traiter autant de demandes et de questions qu'on peut. Merci beaucoup Guillaume. Je vais passer tout de suite la parole à Carole Le Saunier pour les aspects justement réglementaires et le cadrage. Merci Valérie. Bonjour à tous. Alors, s'agissant effectivement de l'accompagnement réglementaire, on en conviendra tous. Il y a une complexité de la réglementation aujourd'hui, aussi bien nationale qu'européenne. Il y a, la réglementation est aussi diverse, abondante, et donc effectivement, nous pouvons vous apporter en termes réglementaires des éléments, je dirais, sur 3 aspects.
Le premier aspect sur lequel nous sommes sollicités dans le cadre du GIO, c'est ce qui concerne la qualification des produits de santé. Alors, c'est une étape qui est absolument fondamentale, majeure pour le positionnement d'un produit, hein, parce que, évidemment, un produit peut-être médicalement peut avoir un intérêt, peut-être très bon, mais s'il est mal positionné réglementairement, eh bien, le produit n'accédera pas finalement au marché. Donc, cette étape, au vu des éléments que peuvent nous apporter les porteurs de projets. Et notamment, nous avons besoin pour qualifier les produits de 2 éléments. C'est d'abord la finalité de ce produit et le deuxième élément qui est très important, c'est son mécanisme d'action. Au vu donc des éléments, nous pouvons apporter un avis sur la qualification du produit. Est-ce que c'est un médicament? Est-ce que c'est un dispositif médical? Est-ce que c'est un médicament de thérapie innovante? Les fameux MTI, MTIPP. Voilà, donc premier élément, c'est sur la qualification des produits. Deuxième élément sur lequel nous intervenons beaucoup et sur lequel nous pouvons donner des conseils, c'est la qualification des recherches. Hein, quand le produit est en développement, quelles sont les étapes et comment qualifie-t-on l'intervention sur les essais sur la personne humaine? Est-ce que c'est une recherche interventionnelle, non interventionnelle? Et puis au sein des interventionnelles, est-ce que c'est une RIPH 1, 2? Voilà, nous pouvons procéder à cette qualification et vous conseiller dans ces qualifications. Alors pour faire cette étape, cette qualification, l'important pour nous, c'est d'avoir notamment le protocole. Et au vu de ce protocole, nous pouvons effectivement qualifier les recherches. Troisième élément sur lequel nous pouvons également conseiller, c'est le positionnement. Par exemple, en termes de dossier, hein, quand il y a un positionnement d'un médicament, par exemple, est-ce que on est dans des dossiers, on va être dans un dossier complet? Est-ce que le dépôt de l'AMM, eh bien, s'accompagnera d'un dossier complet ou d'un dossier allégé? Voilà, là aussi, ce sont des conseils au vu des éléments, bien sûr, que les porteurs de projets peuvent nous apporter. Ce sont des éléments sur lesquels on peut vous conseiller. Et puis, je dirais que l'avantage du GIO, c'est comme le disait mon collègue Guillaume, hein, c'est qu'on vous rend à la fin un avis. Et ça, je crois que c'est une véritable plus-value pour les porteurs de projets, même si, bien évidemment, cet avis est rendu à un instant T. Et que dans les futures démarches, évidemment, cet avis ne va pas lier les autorités sanitaires. C'est quand même important d'avoir cet avis. Ça peut être une véritable plus-value, me semble-t-il, pour vous, pour les porteurs de projets. Voilà. Merci beaucoup, Carole, pour ce cadrage très, très précis sur la qualification des produits de santé, de la recherche et les avis que nous vous rendons pour vous accompagner au mieux. Alors, sur les dispositifs médicaux, Gwenaëlle, qu'est-ce que tu peux nous apporter en précision sur l'avis et l'effort qui est fait avec le GIO sur ce sujet? Bonjour à tous et à toutes. L'accompagnement de l'innovation des porteurs de projets et de tous les acteurs des domaines du dispositif médical est un enjeu majeur pour l'agence, particulièrement au cours de ces dernières années où on a eu le déploiement des nouveaux règlements sur le dispositif médical et sur le dispositif de diagnostic in vitro qui ont beaucoup changé les pratiques pour l'ensemble des acteurs. Comme on vous l'a décrit précédemment, le dispositif médical, c'est à peu près la moitié des demandes que reçoit le GIO. Donc cela traduit parfaitement toutes les attentes et les besoins des acteurs de ce domaine, qui est un domaine très innovant, avec des acteurs variés et qui est en plein boom, si on parle par exemple aujourd'hui de la santé connectée, ce qui parle à la plupart d'entre vous. Le contexte d'évolution réglementaire au niveau européen est très impactant. Il a pour but d'harmoniser les pratiques entre les différents États membres, de donner plus de transparence vis-à-vis du grand public et des professionnels de santé, et également d'augmenter les exigences en matière de développement clinique et de sécurité. Donc tout cela amène les opérateurs à se poser un certain nombre de questions qui peuvent nous être adressées via le GIO, parce que comme le rappelle le règlement, le but c'est vraiment ça, c'était de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur avec un niveau élevé de protection de la santé des patients et de fixer des normes élevées de qualité et de sécurité pour les dispositifs médicaux afin d'en faire des enjeux communs de sécurité. Donc,
Aujourd'hui, au sein de ma direction, nous sommes amenés à vous répondre sur 3 grandes thématiques. La première, c'est la qualification et la classification de votre produit de santé. Est-ce qu'il s'agit bien d'un dispositif médical ou d'un dispositif de diagnostic in vitro? Et si oui, quelle est sa classe, à la fois pour les DM et pour les DIV? Donc, comme vous l'a indiqué Carole Le Saunier, nous avons besoin aussi d'éléments assez précis pour pouvoir faire ces qualifications et ces classifications. Et nous vous demandons généralement à minima une notice qui va décrire les revendications que vous avez pour votre dispositif, votre produit de santé, et qui va nous permettre de déterminer s'il y a ou non une finalité médicale et s'il relève bien du statut de dispositif médical. Le second aspect sur lequel on rend des avis, ce sont les avis scientifiques. Dès les premiers stades de développement, il ne faut pas hésiter à venir nous voir pour avoir une orientation la plus optimale possible. Au niveau de la direction, on répond essentiellement sur les avis précliniques, cliniques et méthodologiques. Dans ces avis scientifiques, les questions réglementaires étant plutôt prises en charge par la direction de Carole Le Saunier. Ce qui est important aussi dans le domaine du dispositif médical, c'est une phase pilote qui va être lancée au niveau de l'Agence européenne du médicament, qui est une phase pilote sur les avis scientifiques européens pour les dispositifs médicaux. Ces avis scientifiques seront rendus par des panels d'experts DM, DIV qui ont été mis en place au cours de l'année dernière. Donc cette phase pilote, elle va être pour but de sélectionner une dizaine de dossiers en 2023. Ces dossiers seront essentiellement pour des dispositifs médicaux de niche ou des dispositifs médicaux dans des domaines thérapeutiques non couverts. Et l'ensemble de la procédure sera décrite sur le site de l'EMA d'ici la fin du mois. Donc n'hésitez pas à aller consulter le site de l'EMA pour voir si vous répondez à ces critères. Et si vous répondez à ces critères, également de contacter l'EMA et de venir candidater pour être sélectionné, parce que je pense que ça sera une expérience très intéressante et qui va permettre en 2024 un déploiement beaucoup plus large de ces avis scientifiques européens, qui sont bien sûr complètement complémentaires de ce qu'on peut rendre comme avis scientifique au niveau de la NSM. La troisième option qu'on offre, c'est les pré-soumissions d'essais cliniques. Donc lorsque vous êtes en stade beaucoup plus avancé et que vous êtes quasiment sur le point de pouvoir déposer votre demande d'autorisation, donc une pré-soumission est possible pour vous rendre un préavis voilà, sur votre dossier, savoir notamment si le développement préclinique est suffisant pour obtenir une autorisation d'essais cliniques. Donc c'est aussi important de nous contacter, notamment lorsque c'est votre première soumission d'essais cliniques à l'agence. Ça peut être très intéressant de faire cette démarche avant de la soumission officielle. Et comme l'a dit Carole précédemment, voilà, c'est un premier avis qu'on vous rend à un instant T. Il peut se passer plusieurs mois avant la soumission de la demande formelle. Donc l'avis peut être modifié en fonction de ce qu'on vous avait dit précédemment. L'entrée en application, voilà, comme je vous l'ai dit précédemment, des règlements européens constitue un véritable progrès pour le secteur du dispositif médical, mais aussi implique de nouvelles exigences et un impact très très fort sur le secteur. Donc on est amené à répondre à beaucoup de questions depuis ces derniers mois via le GIO, aussi via des canaux plus directs. Mais en tout cas, ce qu'on voulait vous dire, c'est que la direction dispositifs médicaux est là pour vous accompagner et qu'il ne faut pas hésiter à nous adresser les demandes via le GIO pour qu'on puisse voilà, aider au maximum les porteurs de projets et permettre l'innovation en France soit la plus développée possible. Je vous remercie. Merci Gwenaëlle pour ce panorama et ce panel très complet de l'activité que vous portez, aussi bien sur les aspects de qualification, d'avis scientifiques et de pré-soumission sur les dispositifs médicaux. Voilà, on sait que c'est un secteur où il y a aussi beaucoup de demandes. Alors, on va finir ce tour de piste sur les avis scientifiques avec une présentation donc, de Caroline Aurich qui va revenir plus précisément sur ce qu'est un avis scientifique sur le médicament. Voilà, merci Caroline. Oui, merci, bonjour à tous, merci Valérie. Oui, le GIO, c'est le portail à utiliser pour faire une demande d'avis scientifique de médicaments innovants auprès de l'ANSM. Alors, ces avis scientifiques, ils ont vocation à répondre à des questions spécifiques posées par un porteur de projet innovant ou un demandeur sur des points délicats que pourrait poser le développement de son produit. Pour décrire rapidement le cadre, il s'agit donc de médicaments innovants parce que médicaments de thérapie innovante, thérapie cellulaire, thérapie génique,
ou parce que répondant à un besoin médical non couvert ou représentant une avancée thérapeutique majeure. Je pense particulièrement à des produits pour traiter des maladies rares ou à des développements pédiatriques. Cette demande d'avis scientifique, elle peut poser des questions qui portent sur tous les aspects scientifiques du développement, qualité, non clinique, que ce soit de la pharmacologie, de la toxicologie, clinique en termes d'efficacité, y compris la pharmacocinétique, les choix de doses, les relations PK/PD, du modeling et simulation, le design et la méthodologie d'un essai, sa population, les critères de jugement, les analyses statistiques et les estimantes, et aussi sur les aspects de sécurité, et ce, quel que soit le stade du développement, depuis le développement très précoce, en nous interrogeant sur des choix de développement qualité ou sur des choix clés avant d'initier un programme non clinique, comme le modèle animal, l'espèce pertinente, et toutes les phases cliniques. Alors, l'objet de cet avis scientifique, c'est évidemment pas de se substituer à une activité de conseil en général, mais de répondre à quelques questions bien précises que pose le développement du produit lorsque les réponses ne se trouvent pas dans les guidelines existantes ou alors que le demandeur a ce qu'il pense être une bonne raison de dévier de ces guidelines. Et ce n'est pas vraiment nous seuls qui répondons, puisque cet avis scientifique, c'est un espace de débat informel qui permet de réfléchir ensemble, nous les régulateurs et vous les porteurs de projets innovants, à une solution à chacun des problèmes posés pour que cette solution soit faisable pour le demandeur en termes de mise en œuvre et satisfasse en même temps les exigences technico-réglementaires des régulateurs. Bien sûr, le résultat sera, pour ce brainstorming, quelque chose qui reflète l'état de l'art à un instant T et donc opposable ni pour l'agence ni pour le demandeur. Voilà, c'est un cadre de rencontre de 88 minutes. On attend donc un maximum de 5-6 questions pour avoir vraiment le temps de débattre. Et à part ces avis scientifiques au niveau national, nous organisons aussi des avis scientifiques en coordination avec d'autres agences nationales dans le cadre de ce dont Christelle Ratignier vous a parlé tout à l'heure, qui sont la phase pilote des avis simultanés, Simultaneous National Scientific Advice, SNNSA, pour lesquels vous pouvez demander des avis simultanément dans plusieurs États membres, 2 pour l'instant dans le cadre de la phase pilote, en particulier si vous pensez faire une étude clinique multicentrique dans deux multinationales dans plusieurs pays. Voilà. L'autre chose importante, à part ces avis nationaux, c'est que comme nous nous focalisons sur les produits innovants, ces produits innovants ont pour la plupart vocation à être enregistrés selon une procédure centralisée. Et auquel cas, une partie de la réunion scientifique peut être consacrée à expliquer aux porteurs de projets le contexte et les offres européennes d'accompagnement à l'innovation. Ça peut être commencé par expliquer l'intérêt d'une demande d'avis scientifique européen à un stade du développement qui sera jugé clé à la faveur de nos échanges. Et dans ce cas, on peut même réorganiser un avis scientifique consacré à identifier les questions clés à détailler et à poser dans le briefing book destiné au groupe des avis scientifiques européens, à travailler ensemble les justifications à mettre en avant dans la partie position du demandeur. Et nous avons, moi je pense à plusieurs dizaines de cas où nous avons même ensuite été coordinateurs de l'avis, enfin nous avons accompagné les porteurs de projets et dans un certain nombre de ces cas, nous avons été coordinateurs de l'avis européen et de ses follow-up éventuels dans le cadre du fait que je sois membre de Scientific Advice Working Party. On peut aussi, lorsque le produit est à un stade très précoce du développement, dans le cadre de notre avis national, conclure par une information sur les offres de conseil et de support offerts au niveau européen et que vous, porteurs de projet, pouvez consulter en fonction de votre produit et de son statut. On parle du bureau orphelin, de l'agence européenne, de son bureau pédiatrique, de son bureau SME, sachant qu'un statut orphelin ou un statut SME peut permettre d'avoir des avis scientifiques quasiment gratuits, de leur Innovation Task Force qui permet aussi d'être une plateforme d'orientation vers différentes suivis qui prendront la suite à cette première consultation. Voilà, et quand le produit semble de nature à transformer le paysage thérapeutique dans une pathologie particulière, il y a même d'autres offres d'accompagnement à l'innovation que l'Agence européenne peut proposer et qu'on vous détaille si elle correspond à votre produit,
comme la désignation orpheline, comme le process prime ou l'évaluation accélérée. Et on vous parle aussi des possibilités d'avis scientifiques nationaux simultanés. Voilà, et on finit toujours par vous présenter les autres exigences réglementaires européennes auxquelles personne ne peut se substituer, comme la soumission de plans d'investigation pédiatrique. Voilà, donc c'était un tout petit peu pour rappeler comment on passe d'un conseil au niveau national et on vous accompagne pour être suivi ensuite au niveau européen, puisque c'est la vocation de tous les produits innovants. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Caroline, pour ce panorama très complet sur la vie scientifique et la façon dont aussi on va vous aider à vous orienter dans la constellation européenne, où il y a aussi de gros enjeux, de gros efforts faits par l'Agence européenne du médicament sur les aspects d'innovation. Et donc l'agence est très, très impliquée sur ces groupes-là. Est-ce qu'on a des questions ? Pas de questions dans le chat. À ce stade, pas de questions. Alors, moi, j'avais peut-être... voilà, on est une autorité de régulation, une autorité sanitaire, une autorité de police sanitaire. Et donc, cette offre d'accompagnement, c'est bien différent d'une offre de consulting. Et peut-être que, Guillaume, tu peux nous en dire plus sur cette différence-là. Alors tout à fait. Avant cela, la question là-dessous, c'est est-ce que on peut répondre aux questions qui seraient posées par des consultants? Alors la réponse est à condition. En effet, on ne reçoit des porteurs, on reçoit en priorité les porteurs de projets qui doivent et peuvent être accompagnés des consultants pour répondre à un projet. Si l'abord c'est une question générale sans projet clairement identifié, on ne sera pas en capacité de donner des orientations générales à tout le monde. Donc voilà, lorsque l'on reçoit les demandes, on s'assure qu'il y ait un projet derrière. Et les consultants peuvent être associés à la demande si le porteur de projet leur a donné un mandat clair et écrit qu'on se donne en droit de vérifier. C'est également une procédure qui est en place dans les autres offres de services européennes à ce sujet. Après, la question c'est qu'est-ce qui nous différencie d'une offre de consulting? Et là, je pense que on y a réfléchi. En effet, on est assez différents. C'est vrai que nous sommes autorité compétente et donc on se voit comme un point de passage privilégié. Du coup, je vais faire une petite comparaison, si vous me permettez, avec le monde de l'alpinisme. Je pense que ça parlera à de nombreux porteurs de projets, au moins parce que chacun partage le même goût de l'effort. Nous voyons un peu comme une équipe de gardiens de refuge, c'est-à-dire qu'on est un passage obligé sur un chemin très long qui va, je l'espère, vous monter très haut, alors qu'on voit plutôt les consultants comme des guides. Donc du coup, c'est un peu comme ça qu'on se voit, des experts qui pourront vous dire si vos éléments de sécurité sont adaptés aux conditions du moment. Par contre, on ne sera pas avec vous en haut du sommet pour faire la photo avec un drapeau. Ça, on laisse ça aux guides. Mais c'est un peu comme ça qu'on se voit. Voilà, des experts qui ont une vue à 360 et qui pourront vous donner des indications pertinentes sur les voies à prendre. Merci beaucoup, Guillaume, pour voilà, cette jolie image de cordée aussi, hein, et de moments très forts, évidemment, dans vos projets. On a besoin d'avoir des projets qui sont évidemment travaillés. La qualité de la question fera aussi la qualité de la réponse. Ce qu'on vous apporte, c'est à la fois une interface avec des marches simplifiées très cadrées, et on a besoin que vous ayez donc vraiment travaillé votre sujet. Et ensuite, vous aurez la chance finalement d'avoir un moment de rencontre privilégié, Caroline en a parlé, avec des évaluateurs seniors de l'agence qui sont aussi très impliqués au niveau européen et qui pourront vous apporter un appui. Ça ne lie pas forcément l'agence, mais voilà, c'est l'état de l'art, c'est l'état de la réglementation qu'on vous rappellera à cette occasion. Donc, en conclusion,
L'idée avec cette première table ronde, c'était donc de pouvoir vous éclairer vraiment de façon beaucoup plus précise sur ce qu'apporte l'agence sur ce guichet innovation, vous montrer ce vraiment service public de soutien à l'innovation avec notre prisme. Nous sommes autorité de régulation, nous sommes autorité de police sanitaire, donc notre mantra interne, c'est la bienveillance exigeante, et c'est voilà, c'est ça que nous vous apporterons avec ce GIO. Ça vous permettra de déposer des dossiers bien cadrés, de bonne qualité, avec des données solides au profit de la sécurité des produits que nous utilisons chacun d'entre nous. Voilà, un grand merci pour votre attention et je repasse la parole à Camille pour la suite. Merci à vous pour ce bilan et à Valérie pour sa modération. Ainsi, après 2 ans d'utilisation et plus de 700 projets accompagnés, la demande a largement dépassé nos prévisions pour ce guichet. Nous voulons à présent faire évoluer l'offre en tenant compte notamment de ce retour d'expérience qu'on vient de vous exposer, mais également en l'adaptant sans cesse aux évolutions de notre environnement et autant que possible aux besoins des porteurs de projets. Pour cela, nous avons souhaité leur donner la parole. Et du coup, dans une seconde table ronde composée de porteurs de projets innovants et modérée par Franck Pouton, président de France Biotech, que je remercie pour sa présence, ils pourront du coup faire leur retour sur cette expérience. La seconde table ronde commencera dans quelques minutes.